Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, si vous avez besoin d'une bonne dose de vitamine C, c'est Philippe Lorange qui est avec nous. Donc, boum, doctorant en sociologie. Alors, tu veux nous parler d'abord du livre Ne jamais se taire de Rémi Villemur et Gilles Proulx. Alors, oui, tu l'as dans la main. C'était le lancement il y a quelques jours dans une brasserie de Pointe-Saint-Charles. Présente le livre. C'est pas une biographie de Gilles Proulx. Là. C'est pas ça. C'est une discussion entre deux personnages de générations différentes. Mais moi qui connais Rémi, d'ailleurs, justement, le projet au début, c'est de faire une biographie de Gilles Proulx. Et on avait rejoint Rémi pour l'écrire. Et lui, il a dit non, moi, je propose autre chose. Puis là, il a dit je propose qu'on ait des entretiens puis qu'on rapporte ces entretiens-là. Et comme de fait, ça a donné le livre qu'on voit, Ne jamais se taire, mes échanges avec Gilles Proulx, le délinquant des ondes, préfacé par un certain Richard Martineau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment comme une discussion. C'est-à-dire, tout le long, il nous rapporte les nombreuses discussions qu'il a eues dans un bar et avec Gilles Proulx. Et donc, on voit que c'est comme un peu plus, comment on dit ça, c'est-à-dire comme un peu, c'est pas hyper formel. Là. C'est un peu plus des discussions informelles. Comme deux amis qui se parlent. Là. C'est ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est justement, on va directement à l'essentiel. Il y a pas on perd pas notre temps, on va vraiment directement à l'essentiel. Et donc, Rémi remonte un peu dans la vie, la carrière de Gilles Proulx, pour mieux mener une réflexion sur la société actuelle et surtout le Québec actuel dans son avenir. Et évidemment, l'une des réflexions qui revient le plus souvent, c'est la question de l'indépendance du Québec et de que va devenir la société québécoise dans un proche avenir. Et ce qu'on constate, c'est que Gilles Proulx, donc, qui a vécu beaucoup de choses, qui a vu énormément de choses, est plus pessimiste. Peut-être parce qu'il a vécu l'espoir, l'ascension d'un certain Québec. Et maintenant, il a vu un déclin du mouvement indépendantiste, une dépolitisation également des Québécois, également de la jeunesse québécoise. Et Rémi, donc, qui est plus jeune, arrive me semble-t-il, avec du sang neuf. C'est-à-dire que il dit, regardez, moi je pense qu'il y a une conjoncture, en fait, puis il faut la voir. Il ne faut pas être strictement défaitiste, pessimiste. Il faut la voir, puis il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Comment peut-on tirer parti de la conjoncture qui se met en place tranquillement, pas vite? Mais le truc avec Gilles Proulx, il m'avait dit, lorsque j'avais commencé là, à être commentateur, analyste politique et tout ça, il m'avait dit, Richard, tu vas voir, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, puis on ne réussit pas à les régler. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand tu es rendu à son âge, puis tu as vu que c'est tout le temps les mêmes maudits problèmes qui reviennent, puis on n'a jamais réglé ces problèmes-là en santé, par exemple, en éducation, par exemple, tout le temps les mêmes problèmes. À un moment donné, c'est normal que tu deviennes cynique. Je peux les comprendre, oui. Mais tu sais, il y a plusieurs sociétés dans le monde qui tournent un peu en rond. Quand tu regardes ça, par exemple, l'Amérique du Sud, c'est toujours le cercle de la corruption qui revient constamment. Donc, il n'y a rien qui peut avancer, il n'y a rien qui peut se développer concrètement si tu es toujours pris dans la corruption. Également, aux États-Unis, on parle toujours des armes à feu, on parle toujours aussi de corruption également. Donc, pas mal toutes les sociétés dans le monde tournent un peu en rond quand même. Mais nous autres, vraiment, c'est en cause du cul-de-sac constitutionnel. Tu sais, comme le beau risque, là, ou je sais pas comment on appelle ça, l'autonomisme de François Legault ou le nationalisme de résultats qui dit, puis tout ça. Là. Veut dire, on l'a essayé, tu sais. Tout le temps, le même film qui joue tout le temps. On a assez le beau risque. On se frappe à un mur. Fait que là, on va dire, on va être souverainiste. Puis là, on vote non. Après ça, on est fédéraliste. Puis après ça, on est écœuré. Puis là, on a assez le beau risque. On frappe le mur. Après ça, on est souverainiste. Puis là, on vote non. Puis tu sais, c'est comme, on dirait, c'est comme le jour de la marmotte, Christy. Oui, mais c'est ça qui est le propre d'un peuple colonisé. C'est que sa psychologie est comme toujours tiraillée entre des tendances contradictoires. Donc, on veut, d'un côté, des fois, on a la tendance de se dire, on va s'assimiler dans le grand tout canadien. On va s'assimiler à l'anglais. Et d'autres fois, on se dit, au contraire, on va se ressaisir et s'affirmer comme on est. Mais, évidemment, un peuple colonisé, c'est un peuple qui a peur. Et d'ailleurs, ils en parlent dans le livre parce qu'ils disent, par exemple, au lendemain de la conquête, il y avait assez peu de soldats britanniques qui sont restés sur place. Donc, les Canadiens français de l'époque auraient pu se révolter. Il aurait pu également se joindre à Pontiac, qui était comme le chef amérindien qui voulait préparer une révolte contre les Anglais, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le problème québécois, c'est un problème qui est d'abord psychologique. Parce que quand on y pense, faire l'indépendance du Québec, c'est pas la grande affaire.
Je veux dire, il y a 200 pays dans le monde. Les pays de l'Europe de l'Est, suite à la chute de l'Union soviétique, ont fait leur indépendance sans trop attendre. Donc, faire l'indépendance en soi, c'est pas tant la grosse affaire. C'est purement psychologique. C'est parce que le peuple québécois est colonisé, donc il a des complexes psychologiques. Et il fait en sorte qu'il tourne toujours en rond parce qu'il se dit, bon, ben, on va peut-être laisser une chance au Canada. Finalement, on s'est fait insulter, ça marche pas, donc on fait la souveraineté, mais on n'est pas trop sûr. Là, on se fait voler le référendum. Donc, comme tu dis, on tourne en rond, vraiment. Et je peux comprendre Gilles Proulx d'être pessimiste, mais en même temps, on n'a peut-être pas le luxe de l'être parce que là, le temps presse. D'autant plus qu'il y a une conjoncture. Je veux dire, le Parti québécois est premier, le Bloc québécois est premier. Donc, dans les prochaines années, je pense que ça va brasser pas mal. Sur des questions, comme le dit Rémi, ça va brasser des questions comme l'immigration, l'identité de la langue française. Et les Québécois, de plus en plus, on le voit, ça les touche beaucoup, ces questions-là. Ils sont beaucoup moins rassurés qu'il y en a les années 2000-2010, où on se disait, le français, il est déjà acquis au Québec, ça disparaîtra jamais. Moi, je me rappelle Jean-François Lisée, il y a quelques années, quand il venait juste de se faire élire chef du Parti québécois, il avait dit au micro, le français ne partira jamais au Québec, ça ne pourra jamais disparaître. Pourtant, après qu'il ait dit ça, dans les recensements canadiens qui sont sortis dans les années suivantes, on a vu un net déclin du français, un déclin également des institutions francophones comme l'UQAM, dont le nombre d'étudiants ne fait que décliner constamment, alors que les institutions anglophones comme Concordia, McGill ne font qu'augmenter. Donc il y a un contexte, les gens se rendent compte, il y a une prise de conscience qui se fait de que la nation québécoise est en danger. Et en fonction de ça, le prochain référendum peut être gagnant absolument. Oui, mais là, il y a bien des gens qui disent c'est pas le système canadien en soi qui est néfaste pour le Québec, c'est Trudeau. Fait qu'une fois que Trudeau va débarquer, puis Poilievre va être là, les choses vont être mieux pour le Québec, puis on n'aurait pas besoin d'ajouter la menace. Oui, mais comme je le dis souvent, moi je vois pas en quoi Pierre Poilievre est un homme qui aime particulièrement les Québécois, puis en quoi il va nous aider, parce que quand c'était Stephen Harper, tout le monde le haïssait. Avant lui, c'était Jean Chrétien. Est-ce que c'est des gens qui aimaient le Québec? Je veux dire, c'est pas un premier ministre en particulier, c'est vraiment le régime canadien. C'est un peuple qui est différent du nôtre, qui ne comprend pas nos valeurs, qui ne comprend pas notre histoire, notre culture, et qui, nécessairement, va ne jamais comprendre le Québec, va jamais être à la hauteur de nos attentes, tout simplement. Donc, évidemment, moi, je pense comme Hubert Aquin que... Hubert Aquin, rappelle-toi, en 1962, écrit « La fatigue culturelle du Canada français ». Ce qui veut dire par là, c'est que tant aussi longtemps qu'on est pris dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on ne s'assimile pas, mais on ne devient pas non plus indépendant, on est pris dans une sorte de médiocrité collective. Donc, ce qui fait en sorte qu'on tourne... en deux chaises. C'est ça. Donc, on tourne en rond, comme tu dis, puis là, on s'affirme jamais d'un bord ou de l'autre, donc on est juste comme dans une sorte de... Là, on est le gars de 43 ans qui vit encore chez ses parents. Exactement. Puis il a peur d'aller en appartement, là. Tu sais, c'est comme un modèle, vas-y, là. Il y a un bon revenu, mais il se dit, ouais, mais tout à coup, qu'il se passe quelque chose. En même temps, il se sent pas, il est pas fier de lui. Il dit, je vis encore chez mes parents à mon âge, comment ça se fait, là? C'est ça, il y a ça. Ouais. Et à la fin, t'as un jeune, là, Rémi Villemur, plein d'optimisme et qui regarde la vie avec un regard neuf, puis tu as un gars plus vieux qui est cynique. Est-ce que tu trouves qu'ils se sont... il y a un peu de Gilles Proulx qui a peut-être contaminé Rémi et l'inverse, où chacun reste sur son camp. Moi, j'avais l'impression que chacun reste sur son camp. C'est-à-dire, à la fin, Rémi ne partage pas le cynisme de Gilles, et Gilles n'est pas plus optimiste après son contact avec Rémi. Non, j'ai la même impression que toi. J'ai la même impression que toi. On peut comprendre pourquoi, là. C'est-à-dire que chacun a ses convictions, son expérience de vie. En même temps, c'est intéressant de savoir que les deux viennent un peu du même milieu. C'est-à-dire que Gilles Proulx vient du Verdun populaire. On devine qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rough, là, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui dit pourquoi il y avait parfois une certaine vulgarité dans ses propos, là. Il vient d'un milieu qui était plus rough. Et dans le cas de Rémi, il vient de Notre-Dame-de-Grâce, où c'était un peu plus anglophone. Donc, les deux connaissent les deux solitudes au Québec. C'est-à-dire, ils comprennent le conflit francophone-anglophone, parce qu'ils l'ont vécu concrètement sur le terrain. Puis c'est aussi deux hommes qui aiment les classes populaires. On le voit d'ailleurs, le lancement de livre s'est fait dans une brasserie, comme tu disais à Pointe-Saint-Jean. Mais c'est ça, c'était vraiment une brasserie sportive. Et je dirais même une taverne. Oui, c'était un petit peu ça, en effet. Une taverne, une brasserie. Le lancement de livre, comme d'habitude, c'est comme une librairie ou comme un endroit comme chic. Alors là, je me disais, c'est typique de ces deux gars-là de faire ça dans une brasserie. Mais j'aime ça parce que ça montre que c'est des hommes qui sont connectés au vrai peuple, aux classes populaires. Et, on s'est vu au lancement du livre, puis il y avait Gilles, il y avait toute sa gang. Là. Ouais. Gilles, c'est un vrai! On l'aime, Gilles! C'est du monde là, qui a deux pieds sur terre. Il a failli avoir une bataille, d'ailleurs.
Heureusement, on a pu sauver la personne qui était au point de la bataille. Oui. Mais ce que j'aime, c'est de fille en plus. Oui, c'est ça. Mais ce que j'aime, c'est que, justement, je trouve que c'est comme le mentor et l'apprenti. Tu sais, Rémi, justement, commence la radio, puis là, il apprend d'un homme qui a quand même fait ça pendant 60 ans. Donc, il a quand même beaucoup d'expérience, qui a aussi fait ses erreurs, et donc, il a appris de ses erreurs. Bon, après, quand je relis le livre, je sais pas s'il a appris de ses erreurs, mais... mais au moins... il est trop boqué pour apprendre de ses erreurs. Mais au moins, justement, il y a quand même une longue expérience, là, quand même 60 ans de radio, c'est énorme. Ça permet de mieux comprendre de ce monde-là, puis mieux comprendre la société québécoise. Comme il dit, on tourne en rond. Tu sais, René Lévesque lui-même disait « Je suis tanné qu'on parle de la langue ». Il dit c'est un mot malade, la langue. Dans un pays normal, elle se parle toute seule, la langue. Exactement. Mais moi, je pense la même chose. Je suis quand même pas mal tanné de parler de la langue, moi aussi. Mais c'est parce que le problème, c'est que vu qu'on est toujours en danger culturellement, on est obligé de toujours revenir là-dessus. Donc... Et rapidement, écoute, aux États-Unis, ça a l'air que Trump, maintenant, est en avance dans les intentions de vote, où c'est kiff-kiff avec une légère avance. Ça dépend des sondages que tu lis. Là. Comment t'expliques ça? Oui, mais il n'est pas exactement en avance. Moi, ce que j'ai lu, par exemple, c'est Jean-Marc Léger qui a maintenant lancé son entreprise aux États-Unis. Et il dit l'écart se resserre beaucoup. Okay. Et ce que ça dit, c'est que, par exemple, hier... Tu sais, Kamala Harris, ça devrait être bien en avance. En fait, ce que dit Jean-Marc Léger, c'est qu'il faut que le Parti démocrate, le candidat démocrate, ait au moins 3% de plus que le candidat républicain. Et là, en ce moment, les sondages qui ont montré hier montrent que dans 2 des 3 sondages publiés, il y en a 2 où il n'y a pas l'avance de 3%. Et on sait que, aux États-Unis, il faut regarder les États clés, les États pivots, donc c'est des États qui changent beaucoup. Et dans ces 7 États clés, il y en a 6 qui sont extrêmement serrés. On parle d'un écart de moins de 1%. Et Trump mène en Arizona, selon le sondage d'hier, de 2 points. Il y a quelques jours, c'était un autre sondage qui montrait qu'il était en avance de 6 points dans le Nevada. Donc, c'est extrêmement serré et on peut se poser des questions pourquoi. Parce que moi, je pense que, Kamala Harris, quand elle est arrivée, elle a fait un effort de montrer qu'elle est modérée, elle veut rejoindre les républicains modérés, et elle avait dit « Je veux mieux contrôler les frontières, je vais être ferme sur l'immigration ». Et là, elle garde cette ligne-là. Mais le problème, c'est que elle n'a pas nécessairement une ligne très anti-woke. Alors que, par exemple, Trump va rejoindre beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec les drag queens qui racontent des histoires pour les enfants, avec les transitions chez les mineurs, avec les idées comme racisme systémique et ce genre d'idées woke-là, avec, par exemple, aussi les manifestations pro-Hamas sur les campus, les campements pro-Hamas sur les campus américains. Il y a des points de vue clairs. Avec lui, marqué. C'est clair. C'est alors ça, exactement. elle esquive les questions, elle répond pas aux questions, etc. On le vu à Oprah Winfrey, là, on lui donnait vraiment des questions softball, puis elle répondait même pas. Là. Ben oui, il y a plusieurs vidéos qui circulent par des influenceurs républicains qui essaient de montrer que Harris est vide ou ne sait pas. Oui. On la voit parfois dans des conférences de presse où c'est un peu vide ce qu'elle va dire. C'est un peu comme le politicien qui essaie d'éviter la question, qui va dire un peu des phrases creuses. Donc, il y a vraiment un défi de ce côté-là, c'est-à-dire que tout ce qui est enjeu comme wokisme, identité, c'est pas les enjeux qui sont les plus faciles pour les démocrates, mais pourtant, c'est ça qui rejoint de plus en plus les gens. Alors, entre quelqu'un qui esquive les questions, qui répond pas, puis quelqu'un qui répond, mais tout croche, puis qui dit n'importe quelle bêtise qui passe par la tête, vaut mieux la deuxième personne que la première. C'est ça? C'est un peu pour les Américains. Au moins, lui, il y a des opinions tranchées. Mais moi, je suis pas américain, donc je peux pas voter, je peux pas faire un choix. Et je crois que le choix est justement très difficile dans ce contexte-là. Ben, j'ai hâte de voir les résultats des élections, mais une chose est sûre, elle devrait, avec toutes les bêtises qu'il dit, puis tout ça, les immigrants qui mangent des chiens, puis tout ça, écoute, elle devrait être très, très, très en avance, Kamala Harris. Puis que le fait que ça soit kiff-kiff encore, malgré tout, c'est quand même hallucinant et ça montre la faiblesse de la candidate démocrate. Là, oui, mais d'ailleurs, là, je pense qu'une des priorités que devraient avoir les Américains, en dehors de la question migratoire, des questions de l'identité, c'est la question de la diplomatie. Parce que là, il y a vraiment un risque d'emballement à l'échelle mondiale, que ce soit sur la question de Taïwan, le Proche-Orient, puis l'Ukraine. Donc, il faut s'assurer d'avoir le meilleur président des États-Unis pour les 4 prochaines années dans des contextes aussi inflammables. Volatile. Et en plus, il y a peut-être l'indépendance du Québec. Mon oui, Dieu, c'est ça. Une république communiste. Trudeau avait déjà dit que c'était la pire menace mondiale. Ah oui? Le mouvement indépendantiste québécois. La plus grande menace mondiale, oui. Merci, Philippe. Salut. Merci.